Bonjour! On se plonge aujourd'hui dans l'immense machine logistique et historique des pèlerinages islamiques. C'est un événement mondial, vraiment hors norme. Et le but de notre décryptage des sources aujourd'hui, c'est de rendre tout ça super clair, de décortiquer les étapes, surtout avec les nouveautés prévues pour l'édition 2026. Alors, comment on va procéder? On va balayer l'histoire, faire le point sur la différence entre le Hajj et la Umrah, parler de la logistique moderne, et ensuite, on suivra pas à pas le parcours du pèlerin, de l'état d'Ihram jusqu'au rituel, avant de finir sur les nouvelles règles de 2026. C'est une progression étape par étape, exactement comme le voyage lui-même en fait. Commençons par faire un petit bond dans le passé. Parce que oui, si les rites en eux-mêmes n'ont quasiment pas bougé, la façon d'atteindre la ville sainte, elle, a été complètement métamorphosée. C'est assez fou quand on y pense. À l'origine, tout remonte au prophète Ibrahim. Mais imaginez un peu la scène au XIVe siècle. Des explorateurs, comme Ibn Battuta, racontent des périples de plusieurs mois. C'était des caravanes à dos de chameaux, la soif permanente du désert, la menace constante des bandits, une véritable épreuve de survie. Puis, on fait un saut en 1908. L'Empire ottoman construit le chemin de fer du Hedjaz. C'est le début d'une nouvelle ère. Et aujourd'hui, en 2026, on parle de millions de personnes qui traversent le globe en quelques heures via des vols internationaux et qui utilisent des trains à grande vitesse sur place. Un changement de dimension totale. Ce qui nous amène à un paradoxe hyper intéressant, parfaitement résumé par Fatima, une pèlerine sénégalaise citée dans nos sources. Elle explique en substance que si l'avion a rendu le voyage infiniment plus simple physiquement, le vrai défi aujourd'hui, c'est d'arriver à se déconnecter de notre monde ultra branché. Autrement dit, la difficulté n'est plus de survivre au voyage, mais de lâcher son téléphone et de réussir à se concentrer purement sur le côté spirituel de l'événement. Avant de parler de l'organisation concrète, posons les bases. Les sources insistent lourdement sur la différence entre le Hajj et la Umrah. C'est fondamental pour bien comprendre la suite. Il y a un véritable fossé entre les deux. D'un côté, on a le Hajj. C'est le 5e pilier de l'islam, c'est obligatoire une fois dans sa vie pour ceux qui en ont les moyens, et ça se passe à des dates extrêmement précises du mois de Dhul Hijjah. Ça dure 5 à 6 jours intenses, avec un budget conséquent. Depuis la France, nos données indiquent entre 5 000 et 10 500 euros. De l'autre côté, la Umrah. Elle est très recommandée, oui, mais pas obligatoire. On peut la faire toute l'année, ça ne prend que quelques heures, et financièrement, c'est beaucoup plus accessible, généralement entre 800 et 3 000 euros. Connaître cette différence, ça permet de mieux appréhender le véritable casse-tête de la préparation. Surtout pour le Hajj de 2026, où la logistique ne laisse absolument aucune place à l'improvisation. Prenons ce chiffre particulièrement parlant, 6 000. C'est le quota super strict alloué aux pèlerins français en 2026. Et attention, on oublie les inscriptions à l'ancienne. Maintenant, tout passe obligatoirement par une plateforme numérique centralisée qui s'appelle Nuzouk. Autant vous dire que pour obtenir l'une de ces 6000 places, c'est devenu une véritable course contre la montre. Il faut créer son portefeuille électronique, le recharger bien en avance et être prêt le jour J à la seconde près. Et la préparation, c'est un projet global. Il y a le côté médical incontournable avec le vaccin contre la méningite ACYW135. Mais il y a aussi l'entraînement physique. Les guides recommandent carrément de marcher 5 à 8 km par jour avant de partir. Et croyez-moi, ce n'est pas trop pour habituer son corps aux 40 à 46 degrés saoudiens. Et puis, c'est assez génial de voir comment les pèlerins s'adaptent avec modernité. Les sources montrent un engouement pour des petites cartes de prière au format PDF, vendues exactement 3,77 € sur Etsy. Des anti-sèches à imprimer, ultra pratiques pour réciter les bonnes invocations en arabe au milieu d'une foule dense, sans avoir à sortir un livre. Bon, la préparation est terminée, on est sur place, le pèlerinage débute alors par une étape absolument obligatoire, l'entrée dans l'état de sacralisation. C'est ce qu'on appelle les rames, et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste le fait d'enfiler un vêtement, c'est un véritable état de pureté et d'intention. On ne peut pas simplement arriver à la Mecque comme un touriste, il y a des frontières géographiques précises, appelées les miqat. Avant de les franchir, il faut se laver et formuler mentalement son intention de pèlerinage. Par exemple, si on vient de Médine, on passe en ihram à Dhul Halifa. Si on arrive du Yémen, ça se fait à Yalamlam. Visuellement, les rames a des règles très strictes, mais qui sont souvent mal comprises. Pour les hommes, c'est le dépouillement complet. On abandonne tout vêtement cousu pour s'envelopper dans 2 simples pièces de tissu blanc. Pour les femmes, en revanche, les sources viennent tordre le cou à pas mal d'idées reçues. Non, elles ne sont pas obligées de porter du vert, ni de s'habiller en blanc intégral, ce qui imiterait d'ailleurs la tenue masculine. En réalité, elles gardent des vêtements habituels et modestes. Les vraies règles strictes pour elles, c'est l'interdiction de porter des gants ou de mettre un voile qui a été cousu spécifiquement pour leur visage. Une fois cet état d'Ihram validé, la grande horlogerie s'enclenche. C'est parti pour 5 jours d'itinéraire chronométré où l'ordre des choses compte par-dessus tout. Juste avant de dérouler le planning jour par jour, gardons en tête 2 mots-clés essentiels. Le tawaf, d'abord, c'est le fait de tourner 7 fois autour de la Kaïba, et le sa'i, c'est la marche effectuée 7 fois également entre les collines de Safa et Marwa.
Ce sont des actes hyper physiques qui viennent directement honorer l'endurance et les épreuves de l'histoire du prophète Ibrahim et de son épouse Hajar. Alors, comment ça s'organise concrètement sur le terrain fin mai 2026 ? Le premier jour, le 25 mai, c'est un peu la mise en place. La foule immense se déplace vers la vallée de Mina. Mais attention, le pic absolu, c'est le lendemain, le 26 mai, le fameux jour d'Arafat. Nos sources le décrivent comme le cœur, le pilier fondamental de tout le Hajj. C'est une journée complète dédiée à la prière intense qui dure jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, tout ce monde se déplace pour passer la nuit dehors, à la belle étoile, dans la zone de Muzdalifa. Puis arrive le 27 mai pour l'Eid al-Adha. Et là, accrochez-vous, c'est de loin la journée la plus dense et la plus complexe au niveau logistique. Les pèlerins doivent enchaîner 4 rituels à la suite. 1. La lapidation de la grande stèle. 2. Le sacrifice animal. 3. Les hommes se rasent la tête ou se coupent les cheveux et les femmes en raccourcissent juste une petite mèche. Et enfin 4. Un retour à la Mecque s'impose pour effectuer le tawaf et le sa'i. C'est un vrai marathon. Après ça, on entre dans ce qu'on appelle les jours de Tashrik, du 28 au 30 mai. La pression redescend un peu. Les pèlerins retournent à Mina et chaque jour, ils lapident les 3 stèles. C'est d'ailleurs là que l'état d'Ihram est officiellement levé. Finalement, la grande boucle se termine par un dernier tawaf d'adieu, l'ultime étape avant de faire ses bagages et de retrouver sa vie normale. Gérer une chorégraphie de millions de personnes sur un parcours aussi précis, c'est un défi sécuritaire colossal. Et ça nous amène directement aux nouvelles règles strictes instaurées pour la saison 2026. Le point crucial à retenir, c'est que l'époque du pèlerinage improvisé ou sans autorisation officielle est complètement révolue. C'est la réponse directe de l'organisation face aux tragiques incidents du passé liés à la chaleur et à la surpopulation. Conséquence, la fameuse carte intelligente Nusuk est le seul laissez-passer valable. Les points de contrôle ont été démultipliés sur les routes. Et attention, tenter de resquiller coûte extrêmement cher, on parle d'une amende de 20 000 rials, soit environ 5 300 €. En prime, l'organisation déploie des bracelets intelligents pour permettre aux secours de suivre les urgences médicales en temps réel. Et ces précautions médicales sont tout sauf un luxe quand on voit ce chiffre, 46 degrés. C'est la température suffocante qui peut être atteinte à la Mecque à cette période de l'année. Aligner les kilomètres de marche en extérieur sous un tel soleil exige une discipline de fer. L'hydratation doit être constante, l'utilisation de parapluies blancs pour repousser la chaleur est vivement conseillée et le respect des consignes sanitaires n'est plus une option, c'est vital. Du coup, au terme de ce décryptage, une question assez vertigineuse se pose. On a là une tradition vieille de plusieurs millénaires, profondément ancrée dans l'effort physique brut et la ferveur. Pourtant, aujourd'hui, pour survivre aux défis climatiques extrêmes et à la taille gigantesque des foules, elle a dû intégrer des cartes à puce, des bracelets connectés et des quotas hyper stricts. Alors, comment cet acte de foi ancestral va-t-il continuer à évoluer et à s'adapter pour prospérer dans un monde qui change aussi vite ? C'est une sacrée réflexion à emporter avec soi. Merci à tous d'avoir exploré ces sources avec nous aujourd'hui, on espère